Je vous souhaite la bienvenue au cœur de l'écrin de nature que constitue Montgenèvre, niché à la frontière entre la France et l'Italie, porte d'entrée des Hautes-Alpes et de la région PACA. Montgenèvre, berceau des sports d'hiver, qui a accueilli en 1907 le premier concours international de ski, est devenu une station de loisirs internationale reconnue qui cultive désormais un avant-gardisme élégant. Consciente d'avoir à présenter un patrimoine inestimable, notre commune a choisi de restaurer son identité et de poursuivre dans cette voie de l'excellence. Cette perspective s'inscrit aussi au cœur de la politique de développement durable et de diversification touristique engagée par notre station. L'harmonisation de l'espace urbain, la réhabilitation et la mise en valeur élégante du cadre bâti, la sanctuarisation des espaces naturels et le respect de l'environnement existant viennent résolument compléter nos actions. Alors venez la découvrir. Nous allons alors poursuivre nos efforts afin de développer Montgenèvre que les Jeux Olympiques de Torino 2006 sont venus dynamiser et ainsi ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Cette histoire est fondée sur l'ambition et l'envie, autant de valeurs que nous partageons tous ici, de voir toujours mieux s'épanouir notre station en offrant la meilleure qualité de service à ses habitants et à ses visiteurs. Dans cette nature d'exception, magnifiée d'un ciel au bleu si profond, la géologie s'est inscrite naturellement pour ciseler un front de neige comme il n'en existe nulle part ailleurs. Au cours de la saison estivale ou aujourd'hui à l'automne, Montgenèvre se pare de couleurs variées, ajoutant une note supplémentaire de chaleur à son cadre naturel exceptionnel, et vous pouvez en juger en regardant autour de moi cet environnement exceptionnel que constitue le bois de Sestrières. Partageons-les ensemble et suivons Raymond Siriot à la découverte du massif du Chenaillet, mais aussi du Chaberton, comme chaîne de montagnes unique en Europe où l'océan devient alpin. Monsieur le maire, cher Guy, on va partager l'océan alpin et la montagne alpine. Partageons effectivement avec le plus grand nombre d'entre eux. On y va. À partir de Montgenèvre, on emprunte le sentier géologique du Chenaillet qui remonte la Durance. À pied ou en télésiège. Le Chenaillet est un massif emblématique que parcourent géologues, étudiants et promeneurs. Sombre et mystérieux, il livre peu à peu ses secrets que lui extirpent les géologues. En balcon des sources de la Durance, au rocher de la Perdrix, on trouve des roches de teinte dominante rouge. Elles sont essentiellement constituées de squelettes siliceux de micro-organismes du plancton, les radiolaires. À la mort de ces micro-organismes, leurs squelettes s'accumulent dans les grands fonds marins ou océaniques. C'est ce que l'on observe aujourd'hui. Par analogie, en application du principe d'actualisme, nous en déduirons que ces roches se sont formées par accumulation de ces squelettes à grande profondeur dans un océan. Ainsi parlent les roches. Elles ont enregistré les conditions dans lesquelles elles se sont formées. Depuis le rocher de la Perdrix, nous allons gravir l'arête ouest du Chenaillet et décrire les objets géologiques rencontrés. Au col des Gondrons, près de la cabane des douaniers, des roches très fragmentées par l'érosion. Elles sont noires avec une patine rouille. Leur étude au microscope et leur analyse chimique révèlent qu'il s'agit de roches du manteau terrestre. Voilà une donnée troublante, car le manteau terrestre se situe normalement sous plusieurs kilomètres de croûte. Au-delà, peu après les roches du manteau, de gros blocs de teinte assez claire.
Ces roches, des gabbros, sont constituées de deux sortes de cristaux jointifs, clairs, les plagioclases, et sombres, les pyroxènes. Les géologues qualifient ces roches de magmatiques, c'est-à-dire issues de la cristallisation, pour celle-ci lente, d'un magma. Au-dessus des gabbros et jusqu'au sommet, nous trouvons des roches sombres en forme de boules et de tubes. Ce sont d'anciennes coulées de lave basaltique chaudes, 1150 degrés, épanchées et refroidies dans l'eau froide, 2 degrés, à grande profondeur. Le refroidissement est instantané, trop rapide pour que des cristaux se développent et soient visibles à l'œil nu. À la faveur de grandes failles qui permettent d'observer, dans les grands fonds actuels, des tranches de croûte océanique, les géologues ont décrit les mêmes objets avec les mêmes relations géométriques. Les géologues démontrent que ces trois roches sont liées. Le manteau fond en partie, donne naissance à un magma. Celui-ci s'épanche et son refroidissement brutal dans l'eau donne naissance au basalte. Quant aux gabbros, ils sont issus d'un refroidissement plus lent, en profondeur, de ce même magma. La succession de bas en haut de ces trois roches correspond à la croûte océanique type définie par la communauté scientifique. Le Chenaillet est donc un lambeau fossile du fond océanique de l'ancien océan alpin. Depuis le sommet, vers l'est, les cimes enneigées du massif des Écrins représentent le socle continental de l'Europe. Comment expliquer la présence d'un ancien fond océanique au cœur des Alpes, en plein continent, à plus de 2500 mètres d'altitude? Un océan est né, il y a environ 160 millions d'années, à partir de l'étirement, amincissement, puis déchirure d'un vaste continent unique, la Pangée. Deux plaques tectoniques, l'Europe et l'Afrique, nées à partir de cet événement, s'éloignent l'une de l'autre au fur et à mesure que l'océan alpin se développe. Cet océan s'est développé pendant 60 millions d'années, jusqu'à ce que, au gré de forces internes colossales, le mouvement d'éloignement s'inverse et que les plaques européennes et africaines se rapprochent. L'océan est alors en grande partie englouti dans le manteau terrestre. Quelques rares lambeaux en réchappent et se retrouvent portés en altitude au sein de la chaîne alpine. Celle-ci naît de la rencontre des deux continents, jadis séparés par l'ancien espace océanique disparu. Le Chenaillet est le plus beau témoin européen de cette histoire géologique. Les barbelés, même rouillés, sont quant à eux beaucoup plus récents. On quitte les temps géologiques qui se comptent en millions d'années pour un calendrier humain qui se décline en années ou en dizaines d'années. On entre dans le domaine des historiens. Avant la Seconde Guerre mondiale, le sommet du Chenaillet fut doté d'un modeste abri sous roche et d'un réseau de barbelés. Le Chenaillet n'était pas un fort, mais plutôt une position avancée et un poste d'observation de la frontière italienne. En juin 1940, après plusieurs jours de combat, le Chenaillet finit par céder. Les Français perdaient un observatoire, tandis que l'Italie annonçait la prise d'un fort redoutable. Il ne se passera plus rien au Chenaillet jusqu'en septembre et octobre 1944, où se déroulèrent plusieurs épisodes de la libération du Briançonnais. Et on trouve ainsi sur les pentes du Chenaillet des éclats d'obus de tout calibre et de 4 provenances, françaises, italiennes, allemandes et américaines. On voit d'autres forts sur les sommets voisins. Oui, mais après Vauban, la frontière franco-italienne a continué d'être fortifiée par les ingénieurs militaires comme Céré de Rivière ou bien sûr Maginot. Il y a aussi un gros fort au sommet du Chaberton. Oui, mais celui-là était italien, et il ne défendait pas la frontière, mais menaçait plutôt le Briançonnais.
Pour rejoindre l'autre versant du col du Mont-Genèvre et le Chaberton, nous allons redescendre par le vallon de la Doire, cette rivière symétrique de la Durance, et qui va s'écouler côté italien du col vers le Piémont. Mais avant de quitter le massif du Chenaillet, arrêtons-nous un moment pour admirer la stupéfiante falaise du Collet Vert. Sa paroi permet d'observer la partie supérieure d'un champ de tubes de lave. Le nom de la falaise correspond à la couleur dominante des basaltes, des minéraux verts se développant à partir de réactions entre les minéraux d'origine et l'eau. Du fait de l'érosion, on peut les observer, ces basaltes, en 3D, et visualiser qu'il s'agit d'un empilement de coulées redressé à la verticale par la tectonique alpine. L'ascension du Chaberton permet des observations le long du sentier géologique. Les roches, leur disposition les unes par rapport aux autres, les déformations qui les affectent vont nous permettre de raconter la succession des événements qui a présidé à leur mise en place. Et nous pourrons en envisager les mécanismes. Après un court raidillon, on arrive au verrou des Besses. Ce verrou glaciaire est constitué de roches feuilletées de couleur vert sombre, principalement des micaschistes. Ces roches métamorphiques, datées de plus de 300 millions d'années, sont des témoins de la chaîne hercynienne, à laquelle a succédé la chaîne alpine. Le verrou est dû au surcreusement en amont par un ancien glacier maintenant disparu. La plaine d'alluvion, correspondant au cône de déjection du Rio Secco et du ravin du col du Chaberton, a comblé l'ancien lac glaciaire. Le couloir qui permet d'accéder au col du Chaberton est entaillé dans des roches sédimentaires très claires, des dolomies, roches calcaires magnésiennes. Les bancs ne sont plus dans la position originelle, horizontale, et sont affectés de failles orientées vers le sud. Les surfaces des plans de failles sont enduits de dolomies broyées. Ces brèches de failles sont liées au frottement entre les panneaux de roches de part et d'autre de la fracture. La faille principale s'aperçoit en dessous du col, avec une inclinaison moindre, mais toujours vers le sud. Le sentier emprunte d'ailleurs le plan de la faille sur une centaine de mètres. Le décalage est d'au moins de 300 mètres, soit la différence d'altitude entre le col du Chaberton et la pointe des Trois-Scies. Ces failles témoignent des bouleversements qui affectent la chaîne alpine en construction et en démantèlement tout à la fois. Ainsi, retrouvés au-dessus du col du Chaberton, les micaschistes du verrou des Besses, observés 800 mètres plus bas, montrent la vigueur des forces mises en jeu. Le sommet du Chaberton, 3131 mètres d'altitude, soit plus de 1250 mètres au-dessus de Mont-Genèvre. La masse sombre du Chenaillet contraste avec les roches claires que nous venons de parcourir sur le flanc du Chaberton. À l'ouest, le massif cristallin Écrin-Pelvoux, puis, plus proche et moins élevé, les montagnes calcaires du Briançonnais. À l'est, derrière les tourelles du fort, les montagnes des Alpes italiennes, faites de calcschistes tendres, avec ici ou là un sommet constitué de roches océaniques plus résistantes à l'érosion. Charriages, failles, plis, le Chaberton illustre une succession d'événements à mettre en relation avec le rapprochement des plaques Europe et Afrique. Ce rapprochement a d'abord fait disparaître l'océan alpin, dont nous avons vu un lambeau préservé au Chenaillet, puis il a abouti à une collision se traduisant par un empilement des panneaux continentaux, ce qui a créé les reliefs alpins.
L'érosion, diverse et puissante, sculpte en permanence les paysages actuels. Il n'y a pas que l'érosion qui façonne les paysages. Il ne faut pas oublier l'activité humaine. Ici, par exemple, à la fin du XIXe siècle, les Italiens ont abaissé d'environ 6 mètres le sommet de la montagne pour y installer les 8 tourelles du fort du Chaberton. Sous le régime fasciste, la batterie du Chaberton, qui avait été désarmée pendant la Première Guerre mondiale, fut réarmée et représenta de nouveau une menace pour Briançon et la France. Le 20 juin 1940, le fort du Chaberton reçut l'ordre d'ouvrir le feu contre les ouvrages français, mais ne causa que des dommages mineurs, par manque de précision. Le lendemain, les artilleurs français réussirent à détruire 6 des 8 tourelles du fort. Le Chaberton n'était pas totalement hors de combat, et les tirs se poursuivirent de part et d'autre les 3 jours suivants, jusqu'au cessez-le-feu et à l'armistice du 24 juin 1940. À l'issue de la guerre, le vallon des Besses, le sommet du Chaberton et la batterie furent annexés par la France, déplaçant ainsi la frontière à l'entrée du village italien de Clavières. Ainsi se dressent aujourd'hui de part et d'autre du col et de la station de Montgenèvre 2 ensembles géologiques différents. L'un témoigne de l'épisode océanique de l'histoire alpine, le Chenaillet. L'autre, le Chaberton, illustre les mécanismes de formation des montagnes. Une fois l'océan disparu, les continents s'affrontent. Les roches qui les constituent sont déplacées, fracturées, enchevêtrées, témoignant ainsi de la vie de la planète, en perpétuelle évolution.